Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Quand la réalité dépasse largement la fiction, C'était ma première affaire de ce genre à Las Vegas. le meurtre d'une jeune femme Elle ne méritait pas de mourir de la sorte. dont le compagnon n'est autre que l'héritier d'une très grande famille. Avec de l'argent et de bons avocats, vous pouvez vous tirer de pratiquement tout et n'importe quoi. Un serviteur prêt à tout pour sa patronne. On a tout fait pour les gens riches. Dans les coulisses, une femme puissante de la haute bourgeoisie semblait tirer les ficelles. Mais était-ce vraiment le cas? C'est tout de suite dans Crime en haute société. L'hôtel Del Mar se trouve sur le célèbre Strip à Las Vegas. On y loue les chambres à l'heure et les chaînes coquines sont gratuites. Le 5 août 1998, un employé découvre le corps d'une femme dans le conduit de climatisation de la chambre numéro 6. Elle a été étranglée et ligotée. Elle n'a pas de papier. 4 jours plus tard, un dénommé Dean McGuigan vient signaler à la police la disparition de sa compagne, Patty. La dernière fois qu'il l'a vue, elle se rendait à l'hôtel Del Mar. Dean McGuigan avoue aux policiers que Patty se prostituait à l'occasion et prenait de la drogue. Les enquêteurs pensent être face à une affaire classique, la mort d'une toxicomane dans une chambre d'hôtel. Mais Dean McGuigan leur révèle qui il est. C'est un descendant de la grande famille Dupont. C'était difficile à croire qu'un Dupont soit mêlé à un meurtre sordide à Las Vegas. Mais au cours de l'enquête, la police a mis au jour une histoire qui l'a mené directement vers une des familles les plus prestigieuses et les plus secrètes de la haute société américaine. Dean affirme connaître le coupable. Il accuse son beau-père, Christopher Mosley, d'avoir cherché à se débarrasser de Patty. Il pointe également du doigt sa mère, Lisa, une femme secrète, au passé tumultueux. Lisa Dean est née dans un monde de richesse et de prestige, celui de la dynastie Dupont. Issus de l'aristocratie française, les Dupont s'installent dans le Delaware au début du 19e siècle et font fortune. Leur demeure grandiose atteste encore de ce statut de noblesse américaine. D'ailleurs, cette partie du Delaware est surnommée la région des châteaux. Les Dupont vivaient dans de superbes demeures. Ils contrôlaient la presse et les systèmes financiers et politiques. C'était leur petit royaume. À sa mort, le patriarche du clan laisse non seulement une fortune, mais également un concept fondateur. La dynastie prend ses racines en 1802 avec le premier du nom qui érige la consanguinité en principe fondamental. Les mariages entre cousins et cousines étaient la norme, afin de garantir la survie des valeurs morales et la pureté du sang. Ce petit monde se côtoyait et s'épousait en vase clos. Le nom et l'ascendance sont primordiaux pour la jeune Lisa. Elle ne s'imaginait pas épouser quelqu'un qui ne soit pas de son rang. Elle retrouvait dans les soirées mondaines ceux qu'elle avait fréquentés dans les mêmes écoles et elle embauchait les mêmes décorateurs d'intérieur que ses pères. À la fin de ses études, Lisa s'installe à New York. Son nom et sa beauté en font vite une figure incontournable des soirées mondaines. J'ai souvent croisé Lisa Dean lors de soirées dans les années 1950. Sa beauté attirait le regard comme un aimant. On savait tout de suite qu'elle était riche. Et quand son nom était prononcé, les gens murmuraient « C'est une Dupont ». Lise était très belle. Elle était grande et mince, avait des cheveux très noirs et très brillants, et elle portait des toilettes sublimes. Elle avait beaucoup de classe. Lorraine Bacall ou Bette Davis, jeune, aurait été parfaite pour l'incarner sur le grand écran. En 1952, Lisa rencontre Red Chandor, un autre grand nom de la haute société. Le coup de foudre est immédiat et mutuel.
Red était un grand hédoniste et un véritable aimant à femmes. Il sortait énormément. Il se montrait beaucoup en société. Et souvent, Lisa et lui étaient ensemble. Ils pouvaient difficilement passer inaperçus tous les deux. Un an après leur rencontre, Lisa et Red se marient. Ils incarnent un couple glamour parfait et savent profiter de leur vie. Ils donnaient beaucoup de dîners chez eux et ça pouvait durer des heures. Si les gens restaient jusqu'à 1 heure du matin, la réception était un succès. Mais quelle que soit l'heure, quand il fallait partir, quelqu'un proposait toujours d'aller boire un dernier verre au Morocco. Et toute la compagnie suivait jusqu'au petit jour. En 1954, naît leur premier enfant, Peter. La venue de son fils vaut à Lisa un nouveau surnom, Maman. Le quotidien des Chandor oscille entre soirées mondaines, vacances luxueuses et week-ends en famille. Les week-ends étaient très longs. On partait le jeudi et on rentrait le mardi. Ça laissait assez peu de temps pour se rendre au bureau. Tout le monde avait son bureau à Manhattan, mais c'était souvent une boîte aux lettres et un standard téléphonique. 2 ans plus tard, naît le second fils du couple, Dean. Malheureusement, sa naissance coïncide avec un événement qui va sonner le glas du couple et provoquer un véritable scandale. Lisa quitte Red Chandor pour son obstétricien, le docteur John McGuigan. Red est fou de rage. Sur un coup de tête, il quitte le pays et emmène Peter, son fils aîné, avec lui. Le scandale fait les choux gras de la presse. Quelques mois plus tard, la police retrouve la trace de Red en France sur la Côte d'Azur. Peter est rendu à sa mère. Chandor passe 4 mois en prison et doit payer une amende de 47 000 $. La punition est légère en comparaison de ce que Lisa va infliger à son ex-mari. Elle fait d'abord changer l'état civil de ses fils, qui porteront le nom McGuigan, et refuse le droit de visite à Red. Lisa, ses fils et son nouvel époux s'installent dans la propriété familiale du Delaware, baptisée Serendip. Là, Lisa contrôle tout. C'est une maîtresse femme. Elle a toujours été habituée à diriger, à être au centre de l'attention et à donner des ordres. Les enfants grandissent dans le luxe des grandes familles. À l'orée des années 1970, Dean a 15 ans. En pension dans une école huppée, il fume de l'herbe et goûte au LSD. À l'université, il découvrira la cocaïne. Un membre de la famille révélera qu'avant la fin de ses études en 1979, Dean a été arrêté pour avoir vendu de la drogue, mais que sa mère a fait jouer ses relations pour lui éviter la prison. Ces gosses de riches ont souvent des problèmes. Ils ne connaissent jamais le manque. Ils ont toujours quelqu'un qui passe derrière eux. Ils doivent rarement faire face aux conséquences de leurs actes et tout leur est offert. On ne leur inculque pas le mérite. Leur psychologie est perturbée. Le grand frère de Dean, Peter, a lui aussi des problèmes. Il vit de sa rente et consomme de l'héroïne. D'un côté, Lisa voulait que ses fils redorent un peu le blason de la famille. Mais de l'autre, elle aimait les imaginer vivre pleinement leur folie et leur vie. En 1984, le père de Dean fait jouer ses relations pour lui décrocher un travail à Wall Street. Mais ça ne dure pas. Red Chandor et moi sommes de vieilles connaissances. À l'époque déjà, il s'inquiétait pour ses fils. Il sentait que Dean allait au-devant de sérieux problèmes. Jusque-là, Dean se repose sur sa mère pour le sortir du pétrin. Mais très vite, il se met dans des situations tellement impossibles que même maman et toute sa fortune ne peuvent rien faire pour lui. Lorsqu'un corps de femme est retrouvé dans un hôtel de Las Vegas, la piste mène les enquêteurs jusqu'à Lisa Dean Mosley, descendante de la famille Dupont. Les problèmes gangrènent cette famille depuis plusieurs années. Les fils de Lisa, Peter et Dean se droguent et mènent une vie oisive. Et un homme plus que trouble va faire irruption dans le clan. En 1985, après 30 ans de mariage, le docteur John McGuigan succombe à un infarctus. Lisa porte le deuil
mais n'assistera pas à l'enterrement. C'est un trait commun à toutes les femmes de la haute société. Elles n'aiment pas montrer ou afficher leur souffrance, et un enterrement est un moment d'émotion. Lisa ne voulait pas assister à une cérémonie où elle aurait pu perdre le contrôle. Elle se serait montrée fragile. Seule dans son immense propriété, Lisa comprend qu'elle a besoin d'aide. Elle a fait publier une petite annonce pour recruter un jardinier. Christopher Mosley y a répondu et s'est présenté chez elle dans sa coccinelle arborant une peinture de camouflage militaire. Christopher Mosley n'était pas un jardinier comme les autres. Il était fils d'une bonne famille de Long Island. Il avait fréquenté les écoles privées, mais s'en était fait renvoyer, puis s'était engagé dans l'armée. Il racontait à qui voulait l'entendre qu'il avait pris part à des missions secrètes, à des assassinats, mais personne ne croyait vraiment à ces histoires. Christopher Mosley me fait penser à ces personnages de romans qui s'inventent des vies. C'est un mythomane qui aimait enjoliver son passé de soldat. Il prétendait s'être échappé d'un camp militaire en creusant un tunnel avec une cuillère. Vous voyez le genre. Mosley a servi 25 ans dans l'armée. Il a combattu en Corée et au Vietnam, mais n'a jamais dépassé le grade de sergent. C'est un homme qui a besoin de se sentir utile et important. À Serendip, il devient vite bien plus qu'un jardinier. Il voue littéralement sa vie à sa patronne, ce qui n'est pas pour déplaire à cette dernière. Le plus important dans cette relation, c'est la dévotion. D'un côté, une femme qui a besoin d'être mise sur un piédestal, et de l'autre, un homme qui aime servir. Très vite, Mosley demande Lisa en mariage. Un jour, alors qu'ils sont en train de planter un arbre, il lui avoue qu'il va devoir démissionner car il est tombé amoureux d'elle. Il la prend dans ses bras et l'embrasse. Il lui dit qu'il l'aime, et Lisa tombe également amoureuse de lui. Alors il déménage de sa dépendance de jardinier pour s'installer dans la chambre de la maîtresse de maison. Le mariage a lieu quelques mois plus tard. Mosley n'a pas d'argent, Lisa l'entretient. Cette dépendance sera fatale. Mosley n'était pas né avec une cuillère en argent dans la bouche comme son épouse. Lisa le contrôlait complètement. Il n'avait pas accès à la fortune dont elle avait hérité. Ce n'était pas un mari, c'était un serviteur jouissant de certains privilèges en nature. Dean déteste Mosley. Il le surnomme le toutou de maman. Il assurait tout le temps de petites missions pour Lisa. Et souvent, ça concernait les garçons, Peter et Dean, qui avaient le don de s'attirer des ennuis. Christopher s'occupait de les faire libérer de garde à vue, entre autres choses. Dean sombre de plus en plus. Il traîne dans les quartiers malfamés de Philadelphie, parmi les toxicomanes et les prostituées. L'opinion de sa mère est le cadet de ses soucis. D'ailleurs, il fait entrer dans la famille quelqu'un qui incarne une menace insupportable envers les valeurs élitistes si chères à Lisa. En 1991, il rencontre Linda Pleccia, surnommée Rags, une jeune comptable de Los Angeles. Il la fréquente pendant 1 an avant de l'épouser. Rags n'est pas vraiment la belle-fille dont rêve Lisa. Le problème, c'est que Linda venait d'une famille de classe moyenne du Colorado. Elle n'avait pas les bonnes racines. Et en plus, elle avait peu de considération pour sa belle-mère. J'ai rencontré Rags durant mon enquête. Elle m'a tout de suite fait de la peine. Elle était folle amoureuse de Dean et envisageait un avenir radieux à ses côtés. Elle, la roturière, épousant l'héritier d'une des plus prestigieuses familles du pays. Rags n'avait aucune idée de ce dans quoi elle s'embarquait. Il y a une tendance profonde dans cette famille à considérer toute personne venue de l'extérieur comme un intrus ou une menace pour la fortune. Une fortune que Dean dilapide pourtant dans la drogue. Rags et lui s'installent à Louviers, une demeure située non loin de Serendip, sur le domaine des Dupont. Lisa paye le loyer pendant que son fils dépense sa rente dans ses addictions.
Parfois, il était tellement défoncé qu'il perdait la tête et cassait une fenêtre pour rentrer par effraction dans sa propre maison. Il se mettait dans des colères noires et dans ces moments-là, il insultait copieusement sa femme. 3 ans après le mariage de Dean et Linda, l'aîné des 2 frères, Peter, meurt d'une overdose. Dean sombre encore davantage. Rags veut qu'il suive une cure de désintoxication, mais Lisa n'est pas d'accord. Lors d'une conversation, elle aurait dit à Linda qu'une cure serait une perte de temps. Et devant l'insistance de sa belle-fille, elle se serait contentée de répondre qu'il fasse ce qu'il veut, avant de finir sa cigarette pour signifier que le sujet était clos. En 1996, Dean finit par quitter Louviers pour suivre une cure. Il ne faudra que quelques semaines à Lisa pour mettre sa belle-fille à la porte. Un jour, accompagnée de Christopher, elle a débarqué à Louviers avec un bloc-notes sous le bras. Et elle a pris possession des lieux. Elle a commencé à étiqueter tout ce qui lui appartenait. Elle voulait récupérer les objets de famille qu'elle avait pourtant légués à son fils, comme des meubles anciens, des portraits des ancêtres et diverses choses. Rags m'a raconté que Lisa s'est approchée d'elle et lui a dit « Tu quittes la maison le plus vite possible et ne t'avise pas de reprendre contact avec nous. » Elle a congédié sa belle-fille comme une bonne. Quand Dean sort de cure 6 mois plus tard, il a une nouvelle compagne, Patty Margello. Pour sa mère, cette nouvelle venue est encore pire que la précédente. C'était une pauvre fille, droguée, famélique et édentée. Voilà comment on me l'a décrite. Si Lisa avait du mépris pour Linda, Patty devait la répugner. Après avoir fait sortir sa belle-fille du tableau, elle est déterminée à faire subir le même sort à Patty. Mais cette fois, les choses vont aller beaucoup plus loin. En 1996, Dean McGuigan suit une cure de désintoxication pour soigner sa dépendance à la cocaïne. Durant son absence, sa mère va mettre sa femme à la porte. 6 mois plus tard, Dean revient chez lui avec une nouvelle compagne, Patricia Margello. Elle représente tout ce que Lisa déteste. Patty est loin de se douter du danger qui la guette. Patty a grandi dans un quartier italien pauvre du sud de Philadelphie. À 20 ans, elle est déjà une figure connue du monde de la nuit. Patty adorait la vie. Elle la croquait à pleines dents et elle avait bon cœur. Quand on lui demandait de l'aide, elle répondait toujours présent. Elle plaisait beaucoup. C'était une très belle femme. Patty prend d'abord de la cocaïne pour s'amuser. Mais très vite, elle sombre dans le crack et les cristaux de méthamphétamine. Accro, il lui arrive de se prostituer pour acheter de la drogue. Elle vivait au jour le jour, à chercher de quoi payer sa dose. Louviers, demeure luxueuse vieille de 150 ans, devient le lieu de débauche de Dean et Patty. Ils sont constamment drogués et mettent la maison sans dessus-dessous. Lisa ne peut plus le supporter. Elle les jette dehors. Dean et Patty s'installent dans une maison insalubre de Philadelphie. Ils se droguent tous les jours et sont constamment fauchés. J'ai visité la propriété de Louviers et cette maison des quartiers sud de Philadelphie. Le contraste entre les deux était saisissant. Louviers était un bijou aristocratique, l'autre maison était pour ainsi dire un infâme taudis. Aux yeux de Dean, cette vie misérable était une revanche terrible contre sa mère. La relation mère-fils est toujours très complexe dans ces familles aisées. Les mères s'inquiètent beaucoup des femmes que leurs fils fréquentent. Alors quand l'un d'eux s'enfuit avec une accro au crack qui se prostitue à l'occasion, la mère ne voit pas trop quel prestige cela apporte au nom familial. Lisa veut briser le couple. Elle coupe les vivres de son fils qui n'a plus aucun revenu. Mais Dean refuse de quitter Patty. Il a dit qu'elle était l'incarnation de son démon intérieur, le catalyseur de sa part d'ombre. Il y avait le Dean de la vie de château et le Dean des bas-fonds de Philadelphie. En fait,
Dean et Patty allaient très bien ensemble, car ils étaient aussi fous et autodestructeurs l'un que l'autre. Lisa dépêche plusieurs fois ses serviteurs en ville pour délivrer des messages à son fils, le suppliant de rentrer. Les gens du quartier voyaient ces voitures luxueuses immatriculées à Wilmington arpenter les rues à la recherche de la maison où vivait Dean. Et tout le monde se demandait pourquoi on s'intéressait à un des drogués du coin. Les habitants du quartier ignorent évidemment que ce toxicomane crasseux et misérable est en fait un multimillionnaire. Tout le monde pensait que c'était un clochard comme les autres. Alors imaginez la stupéfaction quand on a su que c'était une sorte d'aristocrate riche à millions. Pendant que Dean se perd à Philadelphie avec Patty, Rags lui demande une pension alimentaire. Le tribunal lui accorde 4 000 $ par mois. Durant l'été 1998, Christopher Mosley imagine un stratagème pour faire sortir Linda et Patty de la vie de Dean. Il envoie son beau-fils à Las Vegas, seul. Il doit y être domicilié pour obtenir un divorce express avec Rags. Pour s'assurer que le plan suit son cours, Mosley suit Dean dans le Nevada pour le garder à l'œil. Lisa lui avait attribué un budget conséquent pour s'occuper des soucis de son fils. Ça devait couvrir les frais de domiciliation de Dean à Las Vegas et ceux de la procédure de divorce. Mosley prend son travail tellement au sérieux que l'histoire prendra finalement une tournure tragique. Toujours empêtré dans son délire de génie de la stratégie militaire, il baptise sa mission « Opération Dean ». Il divise son opération en 4 phases. D'abord, prendre une chambre au Hilton, puis faire domicilier Dean à Las Vegas. Ensuite, engager un avocat et enfin, demander le divorce. Mais au bout d'une semaine sur place, rien n'a bougé. Dean gaspille des milliers de dollars en drogue et sur les tables de jeu. La deuxième semaine, Patty arrive en avion et rejoint Dean à l'hôtel pour consommer cocaïne et méthamphétamine. Mosley est hors de lui. Dean devait venir seul. Patty n'était pas censé le rejoindre. Mais Dean s'est adonné aux drogues et aux jeux. Il a dépensé des milliers de dollars. Et quand il a fait venir Patty, ça a été la goutte d'eau. Mosley se met à boire beaucoup. Il consomme jusqu'à 1 bouteille de vodka par jour. La situation dégénère et il n'est pas capable de contrôler Dean ou Patty. Il était constamment sous. La seule fois où je l'ai rencontré, il m'a reçu au Hilton, dans son lit, nu et ivre. Mosley propose de l'argent à Patty pour qu'elle s'en aille, mais elle refuse. Patty ne se laissait impressionner par personne. Elle l'a envoyé promener, le ton est monté. Au point que dans sa déclaration ultérieure à la police, Dean a affirmé que Mosley avait dit à Patty que si elle continuait à mettre la pagaille dans la famille, il l'éliminerait. Comme beaucoup de gens à l'époque, Patty ne prenait pas Mosley au sérieux. Ce ne sera pas le cas de Diana Hironaga, que Mosley va rencontrer à Las Vegas. Actrice pornographique et prostituée, Diana trouvait ses clients autour des machines à sous. Son nom d'actrice pornographique est Kian Lee. Elle rencontre Mosley un soir au casino. Il passe des heures à lui conter ses exploits d'ex-membre des forces spéciales. Et elle a tout gobé. Les missions secrètes pour l'armée, ses liens avec la CIA. Et surtout, il lui a dit que si elle faisait ses preuves sur cette mission, il ferait encore appel à ses services par la suite. Et qu'il y avait pas mal d'argent à la clé si elle se montrait loyale et efficace. Mosley embauche Hironaga. Il prend 5 000 $ dans son budget et les lui donne. Son plan consiste à faire d'Hironaga une amie de Patty qui, à terme, doit la convaincre de quitter Dean. Mais la jeune femme n'arrive pas à ses fins. Mosley est furieux et frustré. Opération Dean rime avec fiasco. Il va alors confier une mission beaucoup plus radicale à Hironaga. Christopher Mosley a une mission à accomplir à Las Vegas. Séparer son beau-fils Dean de sa compagne indésirable Patty. Mais il va d'échec en échec, malgré l'aide d'une nouvelle complice, Diana Hironaga. Patty refuse de s'en aller.
Ceux qui épousent une personne extrêmement riche ont souvent tendance à vouloir prouver qu'ils méritent cet amour. Alors ils flattent à l'excès, ils obéissent aveuglément aux ordres et vont jusqu'à anticiper les désirs de l'autre pour lui prouver leur valeur. Mosley décide donc de se débarrasser définitivement de Patty. Avec l'aide de Diana Hironaga, il élabore un plan. C'est la 5e phase de l'opération Dean. Mosley embauche 2 connaissances de Diana, puis confie la fin de la mission au trio avant de quitter la ville. Dans la nuit du 1er août 1998, Hironaga contacte Patty. Elle lui dit qu'elle a rencontré 2 gros joueurs qui cherchent de la compagnie pour la nuit. Hironaga fait miroiter de jolies sommes d'argent à Patty et à Dean. Dean nous a dit que Diana Hironaga avait contacté Patty pour lui proposer une affaire juteuse. 2 hommes pleins aux as cherchaient de la compagnie pour faire la fête à Las Vegas. Peu après minuit, Diana et Patty retrouvent leurs supposés clients. Le premier, Ricardo Murillo, est un petit dealer et le compagnon d'Hironaga. L'autre est Joseph Balignaza, un plongeur au chômage. Les 4 individus se rendent à l'hôtel Del Mar. Je suis allé dans cet hôtel pour mener mon enquête. À mon arrivée, le gérant m'a reconnu car il avait suivi le procès d'O.J. Simpson et m'a laissé jeter un œil. C'est un lieu fascinant. On voit tout de suite qu'il a été le théâtre d'histoires sordides. Diana réserve la chambre numéro 6 à son nom et paye $30 pour 3 heures. Elle dit à Patty que le petit groupe va seulement passer un moment à l'hôtel avant de partir faire la fête en ville. Mais ils passent finalement plusieurs heures dans la chambre et les 2 supposés clients sont de moins en moins crédibles dans leur rôle. Patty commence à se douter de quelque chose. Vers 2h30 du matin, elle appelle Dean à son hôtel. Elle lui a dit que quelque chose était louche, qu'elle était mal à l'aise et qu'elle voulait qu'il vienne la chercher au Del Mar. Mais Dean vient de se battre et il a le nez cassé. Il avouera plus tard à la police qu'il ignorait où se trouvait le Del Mar et comment s'y rendre. Il a dit à Patty qu'il était fauché, qu'il ne pouvait pas l'aider. En gros, il l'a laissé tomber. D'après les enquêteurs, Patty a dû comprendre qu'elle était livrée à elle-même et que personne ne viendrait l'aider. Elle se réfugie dans la salle de bain, pensant peut-être y trouver une fenêtre par laquelle s'enfuir. Malheureusement, il n'y en a pas dans la chambre numéro 6. Ils étaient dans la chambre à fumer de la méthamphétamine. L'effet de la drogue aidant, les 3 complices ont fini par ne plus penser qu'à l'argent qu'ils allaient empocher. D'après Joseph Balignaza, c'est Diana qui va précipiter les choses. Alors que Patty est aux toilettes, elle demande aux 2 hommes s'ils comptent se décider à agir. Quand la jeune femme revient dans la pièce, Ricardo et Joseph se lèvent de leur chaise. Ils ont fait comme s'ils s'apprêtaient à quitter la chambre d'hôtel. Mais au moment de sortir, Ricardo a saisi Patty à la gorge et s'est mis à l'étrangler. Comme il n'arrivait pas à la tuer de ses mains, il a demandé sa ceinture à Joseph pour finir le travail. Mais tout ça n'était pas prévu dans leur plan. Il ne devait pas tuer Patty à l'hôtel. C'est pour ça qu'il l'avait laissé passer son coup de téléphone à Dean. Elle n'était pas censée mourir là. Diana et ses acolytes devaient assassiner Patty dans le désert. Ils se demandent tout à coup comment sortir le corps de la chambre sans attirer l'attention. Ils décident de cacher le corps à l'hôtel dans un sac poubelle. Les 2 hommes partent donc l'acheter dans un magasin. Dans toutes les enquêtes que j'ai menées, le criminel finit par faire une erreur fatale. C'est aussi ce qui s'est passé cette fois. Dans le magasin où sont entrés ces 2 hommes, 30 caméras les ont filmés en train de chercher quel sac aurait une contenance suffisante pour y dissimuler un cadavre. C'étaient des idiots, des débutants, Mosley compris. C'était la première fois qu'ils tuaient quelqu'un pour de l'argent. Et ils se sont plantés. Hironaga et ses complices cachent le corps de Patty dans un conduit du système de climatisation et quittent l'hôtel Del Mar. À 6h du matin,
Diana Hironaga appelle dans le Delaware et laisse un message sur le répondeur de Mosley. Elle lui annonce que Patty Margello ne posera plus de problème. Le lendemain, Mosley envoie à Diana et Ricardo 2 billets en première classe pour Philadelphie. Ils sautent aussitôt dans l'avion. Le chauffeur de Mosley les retrouve à l'aéroport et leur remet une enveloppe contenant 15 000 $. Le couple reprend l'avion et retourne à Las Vegas. Le corps de Patty est découvert le 5 août. Un client de la chambre numéro 6 est allé se plaindre d'une odeur nauséabonde provenant de la climatisation. Un technicien est venu, a ouvert la trappe et a découvert ce gros sac poubelle. En essayant de le sortir du conduit, le sac s'est déchiré, laissant échapper une jambe humaine. Ils se sont enfuis en hurlant. Was covered with garbage bags and stuffed into an air conditioning duct at the motel. 4 jours plus tard, Dean découvre toute l'histoire et se rend au poste de police. La police en fait naturellement son principal suspect. Dean m'intriguait beaucoup et j'ai voulu lui parler en personne. Nous l'avons donc reçu, l'inspecteur Messinard et moi-même, pour l'interroger. Il nous a donné sa version des faits. Dean leur explique que Patty avait rendez-vous avec Diana Hironaga et 2 hommes. Il précise qu'elle l'avait appelée de l'hôtel parce qu'elle se sentait en danger. Il n'avait pas pu la retrouver car il s'était fait casser le nez lors d'une bagarre. Nous avions des relevés téléphoniques qui confirmaient ces déclarations. Et pendant cet interrogatoire, même si a priori il était encore notre suspect numéro 1 dans cette affaire, son histoire nous a paru crédible. Dean affirme aux policiers qu'il sait qui est derrière le meurtre et dénonce son beau-père Christopher Mosley et son assistante Diana Hironaga. La police convoque d'abord Diana. Elle a reconnu avoir quitté le Hilton avec Patricia Margello, mais qu'elle s'était séparée assez tôt dans la soirée et qu'elle ne l'avait plus revue. Les enquêteurs ont en leur possession le registre de l'hôtel où figure la signature d'Hironaga. Ils la menacent de l'inculper pour meurtre si elle ne passe pas aux aveux. À partir de là, elle s'est mise à paniquer. Elle était prête à nous raconter toute l'histoire. Elle a parlé de Christopher Mosley, de son plan, de l'opération Dean, des 4 phases. Elle nous a dit avoir des preuves et s'est mise à fouiller frénétiquement sa chambre d'hôtel. Nous n'avons même pas eu besoin de demander un mandat de perquisition. Elle nous a tout donné d'elle-même. Elle avait gardé des tas de notes détaillant chaque étape du plan. Elle avait des fax échangés entre Mosley et elle. La police avait toutes les preuves nécessaires à son enquête. Hironaga fait une confession complète et révèle même le nom des 2 tueurs, Ricardo Murillo et Joseph Balignaza. Mais malgré les éléments en sa possession, la police n'a pas assez de preuves pour faire tomber Mosley. Dean avait toujours détesté son beau-père, qu'il appelait le toutou de maman. Il a donc accepté de porter un micro pour la police et de parler à Mosley pour le piéger. Et lors de cette conversation, Mosley s'est trahi, comme on l'espérait. Mais ces déclarations ne suffisaient toujours pas à l'inculper. On avait tenté le coup avec le mouchard sans succès, alors on n'avait plus rien à perdre. On a décidé d'aller lui parler directement. Mosley n'est plus à Las Vegas, mais dans le Delaware. Les enquêteurs s'y rendent avec la ferme intention d'interroger leurs suspects. Ils comptent bien percer les secrets inavouables du clan Dupont et parler avec l'héritière recluse, Lisa Dean. Les dessous du complot visant à assassiner Patty Margello sont sur le point d'être révélés. Diana Hironaga et Dean McGuigan ont tous 2 désigné Christopher Mosley comme responsable. Mais ce dernier est rentré à Serendip, dans le Delaware. Quand les enquêteurs se présentent chez lui, il se prépare à célébrer l'inauguration de Fieldstone, son club de golf situé sur le domaine. C'est un cadeau de son épouse. Mosley possède enfin quelque chose à lui. Mosley, le jardinier, avait pris du galon et cette réception était son grand moment de triomphe.
La fête s'annonçait somptueuse. On avait érigé un immense chapiteau sous lequel une armée de serveurs dressait les tables et préparait les flûtes à champagne. Mosley ne se doutait pas que 2 policiers du Nevada arrivaient pour gâcher la fête. Il était très élégant et nous a invités chez lui. À son haleine, j'ai très vite compris qu'il avait déjà un peu bu. Mais sinon, il était très coopératif. Les policiers lui ont demandé s'il voulait appeler son avocat. Et Mosley a dit qu'il n'en avait pas besoin et qu'il répondrait à leurs questions. C'était sa première erreur. Il affichait cet aplomb des hommes qui ont roulé leur boss, qui ont connu le combat, et qu'une visite de la police ne risque pas d'impressionner. Je pense qu'il comptait s'en tirer avec quelques effets de manche. Mais quand les enquêteurs mentionnent le nom de Lisa, l'attitude de Mosley change. Ils lui ont demandé si elle était mêlée au meurtre. Et là, c'est noté dans la transcription de l'enregistrement, les policiers lui ont fait remarquer que ses mains tremblaient et qu'il n'avait aucune raison d'être nerveux. Mosley a répondu qu'elle ne l'était pas, puis a hésité avant d'avouer. Les policiers lui ont demandé si l'argent venait de Lisa. Et il a affirmé qu'elle ignorait ce qu'il en avait fait. Les policiers continuent de le cuisiner, mais Mosley affirme avoir agi seul. Messinard et Shields restent perplexes. Christopher Mosley n'avait ni le pouvoir ni l'argent pour commanditer ce meurtre sans l'aide de quelqu'un. Or, tout ce qu'il avait provenait de la fortune de sa femme. Alors, pas besoin d'être un génie pour comprendre. Les policiers ne s'attendaient pas à ce que Mosley se sacrifie aussi rapidement pour protéger Lisa. Ils sont surpris. À la fin de l'interrogatoire, je lui ai dit « Veuillez vous lever, vous êtes en état d'arrestation ». David Messinard m'a regardé d'un air étonné. On n'avait pas du tout prévu de l'arrêter ce jour-là. Il était à l'abri, il aurait très bien pu refuser de nous parler, c'était son droit. Nous l'avons conduit dans les locaux du FBI à Wilmington. Il nous a demandé s'il pouvait écrire à Lisa pour lui demander de coopérer avec nous. Nous lui avons remis cette lettre en main propre. Mosley appelle Lisa et lui annonce que la police l'a arrêté pour le meurtre de Patty Margello. Ils ont d'abord discuté tous les deux, puis il m'a tendu le combiné pour que je lui parle directement. Je lui ai expliqué que nous allions venir lui rendre visite, et elle m'a répondu d'une voix très nonchalante « Je meurs d'impatience ». 1 heure plus tard, Messinard et Shields reviennent à Serendip. On était fascinés. David et moi sommes des types ordinaires, vous savez. Cette demeure qui se dressait devant nous, on avait l'impression d'avoir conduit pendant des jours pour la trouver, tellement c'était... C'était immense, le domaine, la maison. Et à l'intérieur, l'atmosphère était enfumée et âcre. Lysadine fumait cigarette sur cigarette. Et elle savait jouer de son charme. Lisa avoue aux policiers ne rien savoir des intentions criminelles de son époux. Elle ne donnait pas le sentiment d'être touchée. Je lui ai remis la lettre qu'il lui avait écrite. Elle l'a lue, toujours sans trahir la moindre émotion, puis s'est contentée de nous écouter, sagement assise, en niant toute implication dans ce meurtre. D'habitude, les gens mêlés à tort ou à raison à un meurtre sont nerveux. L'inspecteur Messinard m'a avoué que Lisa était d'un calme olympien. Peut-être trop. Visiblement, elle ne craignait pas la police. Après tout, elle était une Dupont. Elle a admis être soulagée vis-à-vis de ce qu'avait fait Christopher. Elle l'a soutenu devant nous et a continué à le soutenir pendant tout le procès. Elle a essayé de le faire libérer sous caution. À ses yeux, ce n'était pas lui le responsable, mais Dean. J'ignore ce qu'en pensent mes autres collègues, mais je reste convaincu qu'elle savait ce qui se tramait et qu'aucune décision n'avait été prise sans son aval. La police quitte le Delaware sans le moindre élément susceptible de confondre Lisa Dean. Il n'y a aucune preuve qu'elle ait pu commanditer le meurtre. Et sans preuve, personne n'osera s'attaquer à une Dupont. Christopher Mosley, l'époux d'une descendante de la lignée des Dupont, se retrouve inculpé du meurtre de Patty Margello.
Il affirme avoir agi seul, mais les enquêteurs le soupçonnent de mentir pour protéger le véritable commanditaire, sa femme, Lisa Dean. Il a porté le chapeau pour elle, j'en suis persuadé. Pourquoi? Pour la protéger. Il savait qu'elle l'aiderait, qu'elle paierait ses avocats et qu'il avait de grandes chances de la retrouver à sa sortie de prison. La police ne pouvait rien faire de plus. Les enquêteurs étaient convaincus que Lisa avait un mobile évident pour vouloir la mort de Patty. Mais Lisa niait tout en bloc, et la police n'avait aucun indice permettant de mettre sa parole en défaut. Elle jouissait de ressources financières illimitées, et comme elle était mariée à celui qui, à mes yeux, n'était qu'un intermédiaire, mais qui la protégeait, elle était à l'abri de toute poursuite éventuelle. En mars 2000, Ricardo Murillo est reconnu coupable d'homicide volontaire et condamné à une double peine de réclusion à perpétuité. Joseph Balignaza écope de 25 ans de prison, dont 10 fermes. Après avoir témoigné contre Murillo, Diana Hironaga plaide coupable et voit sa condamnation réduite à 15 ans de prison. Christopher Mosley témoigne également contre Murillo et plaide coupable afin d'obtenir un procès à huis clos. Malgré les noms prestigieux mêlés au dossier, la presse couvre à peine l'affaire. Mosley est condamné à 14 ans de prison qu'il purgera au pénitencier fédéral de Fairton, dans le New Jersey, à quelques heures de route seulement du domaine des Dupont. Lisa et son époux resteront en contact. J'ai croisé une amie de Lisa au détour d'une soirée après l'incarcération de Mosley. J'ai demandé des nouvelles et l'ami en question m'a dit que ça allait. N'oublions pas que cet homme a été soldat pendant un quart de siècle, puis marié à Lisa Dean pendant 9 ans. Il n'a jamais eu de problème à obéir aux ordres. Certaines personnes sont prêtes à tout pour les plus riches, quitte à donner leur vie. Alors, aller en prison, ce n'est pas un si grand sacrifice. C'est ce qu'on attend d'un serviteur. Mosley n'est jamais revenu sur ses déclarations. Les Dupont, Lisa et Dean restent blancs comme neige. Cette histoire laisse un goût amer dans la bouche. On se dit qu'avec assez d'argent, assez d'avocats, assez de relations prêtes à témoigner en votre faveur, vous pouvez vous tirer de pratiquement tout et n'importe quoi. Avoir de l'argent aide, sans aucun doute. Le pouvoir de l'argent est indéniable. Quand on est célèbre, respecté, riche ou les trois à la fois, les sanctions s'avèrent souvent beaucoup moins sévères que quand on est pauvre. L'affaire est officiellement close. Mais les enquêteurs restent convaincus que Mosley a couvert l'implication des Dupont. Les gens de pouvoir pensent que leur argent peut tout acheter. Cette histoire en est une illustration parfaite. Leur fortune les a protégés. Au plus profond de moi, je la sais responsable. Elle n'a peut-être pas élaboré le plan, aidé les coupables ou quoi que ce soit, mais elle a fermé les yeux. Je n'en saurai jamais rien. Est-ce qu'elle voulait vraiment qu'il aille jusqu'au meurtre? On ne le saura jamais. Mais en tout cas, ça l'a bien arrangé. Et en plus, elle n'a jamais eu à assumer quoi que ce soit. Quel qu'ait été son rôle, Lisa a obtenu ce qu'elle désirait. Patty n'était plus là. Mosley, le jardinier devenu criminel par amour, est en prison. Lisa et Dean, les aristocrates de l'histoire, ont repris leur vie de château sans jamais être inquiétés. Dans le Delaware, comme partout ailleurs, il est très difficile de vaincre le pouvoir et l'argent. Ici Dominique Dunne, merci de nous avoir suivis.